Merci pour cette introduction. Merci à Clotilde Leguil pour cette brillante ouverture de séance. Alors je vais parler ici d'identité et de langage à travers un prisme conceptuel qui est celui de l'hégémonie. Le thème identité s'aborde le plus souvent d'un point de vue partial, à tout le moins situé. Il n'y a pas de science ni de littérature qui va sans point de vue, car il n'est pas d'esprit qui ne soit né quelque part, à une certaine époque et à un certain endroit de l'échiquier social. La condition première de tout discours honnête sur cette thématique-là est de rendre explicite à autrui d'où l'on parle, expliquer cet endroit, assumer ce qu'on est, ne pas se prononcer à la place des autres. Je vais donc proposer un discours incarné qui n'engage que moi et où mon je s'exprime. Je suis une femme blanche, née sur le territoire français, enseignante à l'université française et jouissant du statut de citoyenne légitime du pays où je vis, où sont nés mes enfants. Mais mon identité est tout sauf nationale. Je parle ici en tant que Gwyn et en tant qu'écrivaine. Ne vous avisez pas d'user du mot de Gwyn pour me qualifier si vous n'en êtes pas une, car c'est mon apanage de prendre cette insulte pour m'en faire un blason. J'entends souvent dire que notre époque est celle du repli identitaire. Ceux et celles qui énoncent cela, bien souvent, accusent l'autre de repli sur soi, de communautarisme. L'autre, c'est celle ou celui qui a été construit comme différente ou différent, et à qui on enjoint d'intégrer quelque chose dont pourtant on l'exclut. C'est une injonction contradictoire que l'on fait à toutes celles et ceux qu'on altérise. Assimilez-vous, ne vous enfermez pas dans cette différence, à laquelle pourtant on vous renvoie sans cesse. Il est des personnes n'ayant pas les papiers qui sont obligatoires pour vivre dans ce pays et être considérés comme citoyens et citoyennes de France. Alors on les pourchasse, on les enferme, on les expulse hors des frontières nationales, même si ce renvoi met en danger leur vie. Il y a des personnes qui ont ces papiers, mais qui peinent beaucoup à se sentir françaises. Soit qu'on leur en dénie la légitimité, soit que ça leur fait mal, ou bien qu'elles ne se sentent pas vraiment concernées. Souvent, tout cela est lié. Car être désigné sans cesse comme l'autre, comme la marge, qu'on soit homosexuel, transgenre, racisé, différemment bâti que les corps blancs valides, priant un autre Dieu que celui des chrétiens, ou tout cela à la fois, ça vous construit un jeu qui peine à s'énoncer depuis ce lieu mythique, mais pourtant introuvable, l'identité française. Je ne dis pas que c'est tout à fait la même chose, d'être une femme musulmane d'ascendance maghrébine qui est née en France, ou un adolescent noir natif de Guyane, ou une lesbienne blanche vivant en métropole qui a fait ses enfants dans une clinique belge grâce à une PMA. Ça n'a même rien à voir. La seule chose commune, c'est peut-être une chose par défaut. L'identité française, son discours et son mythe, forment un costume taillé pour un mannequin blanc, de sexe masculin, apte à reproduire et parfaitement valide, né en France métropolitaine, de parents catholiques même si non pratiquants, en couple avec une femme elle-même cisgenre, blanche, etc. J'ai même vu son portrait à l'épouse du Français, elle porte un bonnet rouge et s'appelle Marianne. Et c'est pourquoi parmi celles et ceux qu'on désigne comme autres, qu'on exclut du récit et non pas la silhouette de ce mannequin-là ou de sa Marianne, il y en a qui font de leurs identités des lieux où s'ancrer, des matrices d'où naissent l'énergie de la lutte contre les inégalités sociales, pour l'émancipation des groupes opprimés. Les identités sexuelles, de genre, de race et de classe des groupes minorisés sont des lieux de résistance à l'impérialisme politique et à l'hégémonie culturelle. J'ai lâché deux grands mots comme s'ils s'équivalaient.
hégémonie et impérialisme. Mais c'est parce que les deux sont souvent liés historiquement. Car l'hégémonie souvent devient impérialisme. L'hégémonie suppose l'existence d'une pluralité d'États égaux en droit qui bénévolement se soumettent à un guide plus puissant. Pour maintenir sa position, le guide plus puissant en vient souvent à exercer une coercition, à forcer et contraindre l'adhésion à sa cause et sa vision du monde, et parfois dans le sang. Bertrand Badi, politiste, nous rappelle l'exemple d'Athènes et de la Ligue de Délos durant la Grèce antique. Le but de la Ligue est d'assurer la tranquillité des Grecs en empêchant le retour des Perses sur les côtes de la mer Égée. Athènes exige ensuite l'allégeance des villes et des îles qui veulent rester neutres, les soumettant par la force. Ce n'est pas sans rappeler les interventions militaires des puissances occidentales hors de leurs propres frontières depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un oxymore qu'une démocratie qui bombarde d'autres pays, faisant des victimes civiles au nom de la paix et de la liberté des peuples. Mais l'oxymore est légitime depuis que les États-Unis ont libéré l'Europe du nazisme. Tout le monde en Occident s'accorde pour dire qu'on ne peut pas laisser un peuple dans les mains d'un tyran. C'est ainsi que les États-Unis ont bombardé l'Irak au nom de la liberté et de la démocratie, et c'est pourquoi on s'indigne que le président américain retire maintenant ses troupes du nord de la Syrie, laissant les populations kurdes aux mains de la Turquie. Mon but n'est pas ici de débattre des raisons et des conséquences de l'intervention militaire des puissances occidentales dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Je voudrais simplement souligner que nous avons en Occident un rapport discutable à l'hégémonie. Elle semble légitime dès lors qu'elle vise à libérer les peuples, mais en réalité, elle fait sens pour nous là où commencent nos intérêts et s'arrête quand on n'a plus rien à y gagner. Trump retire ses troupes de la Syrie, mais en laisse une partie autour des puits de pétrole. En fait, je veux parler d'hégémonie culturelle au sein même des frontières du pays que j'habite, de là où je suis née et à l'époque où je vis. Bertrand Badi explique aussi la manière dont l'hégémonie culturelle a été orchestrée après la Seconde Guerre mondiale par des fondations, Fulbright, Ford, Fairfield, ainsi que Hollywood et la CIA. La France aussi a orchestré son hégémonie culturelle à l'extérieur de ses frontières, à travers la colonisation, mais aussi à l'intérieur de ses frontières. En témoigne aujourd'hui encore l'injonction faite aux personnes immigrées ou issues de l'immigration de s'intégrer, de s'assimiler à la culture française, à une certaine idée de ce que serait la culture française, à une certaine idée de ce qu'est ce pays. C'est contre cette certaine idée et cette hégémonie interne que les discours identitaires de résistance aux dominations sociales se multiplient à l'intérieur de l'État même, contre le mythe français de l'universalisme et de l'identité nationale. Car la notion d'identité nationale se forge le plus souvent dans une langue violente, qui fait du tort au peuple. Je vais prendre un exemple qui a plus de 10 ans, mais qui nous montre comment l'expression d'identité nationale s'est figée dans une certaine langue, la langue violente du nationalisme, pour devenir un mythe au sens barthésien, j'y reviendrai, mais aussi un mythe au sens trivial du terme. Une fable, une construction imaginaire qui a pour fonction de créer du lien entre des êtres qui partagent quelque chose. Le problème étant que l'identité nationale, lorsqu'elle devient un mythe, plus que de créer du lien, elle exclut, elle nie et rogne les racines et la réalité de ce que partagent les personnes concernées par ce terme. J'en viens à mon exemple. En mars 2007, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur sous la présidence de Jacques Chirac et candidat à l'élection présidentielle, annonce durant l'entre-deux tours à la télévision sa volonté de créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Le linguiste Tsvetan Todorov réagit à cette annonce en écrivant dans le journal Le Monde « Qu'entend-on par cette formule identité nationale ? Il faut rappeler que, partout et toujours, il s'agit d'une identité mouvante, en constante évolution. Seules les nations mortes ont acquis une identité immuable. Or, en proposant un ministère traitant ensemble de l'identité nationale et de l'immigration, le candidat à la présidentielle suggère un rapport négatif entre les deux. L'immigration est ce dont il faudrait protéger l'identité française. Le sémiologue Frédéric Lambert rappelle aussi que Bruno Maigret, quand il était encore le fils spirituel de Jean-Marie Le Pen, écrivait en 1993, dans un texte intitulé « 300 mesures pour la renaissance de la France, programme de gouvernement », j'ouvre les guillemets,
L'immigration planétaire subie aujourd'hui par la France est d'abord un danger pour l'identité nationale. Il y aurait donc, selon certains, une identité nationale, une identité française, qui serait menacée par l'élément exogène, l'immigrant. C'est là le signe que l'identité nationale est pensée comme quelque chose d'endogène, au sens de qui se joue à l'intérieur des frontières du pays, qui serait propre aux gens nés à l'intérieur. C'est cette chaîne de signification-là que l'expression identité nationale, accolée au terme d'immigration, appelle de façon automatique. Pourtant, comme le rappelle l'écrivaine Leonora Miano, en parlant des populations Kalina et Saramaka de Guyane, j'ouvre les guillemets, comme leurs sœurs des autres espaces ultramarins, ces populations ne sont ni blanches, ni de culture européenne, mais elles sont bien françaises. S'identifie-t-on à ces populations françaises éloignées? Sont-elles en droit d'incarner la France à l'intérieur et à l'extérieur? Faire preuve d'un semblant d'honnêteté quant à la définition de l'identité française, telle que construite à travers l'histoire qui fit de ce pays un archipel sur le plan géographique, c'est reconnaître qu'elle est impossible sans l'inclusion de cultures définitivement non occidentales. Ceux qui évoquent une autre France, qu'ils prétendent sauvegarder, parlent d'un pays fictionnel, d'un fantasme. Si même les résistants à la prétendue colonisation migratoire avaient gain de cause, la France resterait multiethnique et multiculturelle. Tel est le pays réel. Il n'y a ni art d'être français, ni amour véritable de la France qui n'appelle à présent non pas une reconfiguration, mais une actualisation identitaire. Marianne devrait, depuis longtemps, avoir eu les traits d'une femme amérindienne de la Guyane, ceux d'une Kanak, ceux d'une descendante d'engagés indiens de la Réunion. Elle aurait dû avoir ce visage pour tous, pas uniquement dans sa province, où il n'est pas certain que la chose ne se produisit jamais. Les parades du 14 juillet sur les Champs-Élysées devraient célébrer autre chose que la puissance militaire. Elles devraient fêter la fraternité entre ceux qui, sans s'être vraiment choisis, ne seront plus séparés. Dès lors que la nation française a fait le choix de lier son destin à celui des peuples du monde, et sans prendre la peine de les consulter, elle s'est à la fois élargie et contrainte à des mutations de tous ordres. Je ferme les guillemets. L'identité nationale est un signe symbolique, fait de mots qui renvoient à un concept dont on trouve des définitions dans les dictionnaires, définitions qui sont débattues ardemment. Qu'est-ce qu'une nation? La nation ne correspond pas forcément à un territoire. Les Kurdes sont répartis entre l'Irak, la Turquie, l'Iran et la Syrie, mais on parle des Kurdes comme d'une nation. Le problème n'est donc pas le concept en lui-même, dont on peut discuter. Le problème est quand il est mobilisé dans une langue violente. Le problème, c'est lorsqu'un certain usage du terme prend le pas sur les autres et qu'il devient un mythe, au sens que Roland Barthes donnait au terme de mythe, une idée en forme, pour reprendre son expression. Alors, le champ des possibles est réduit. Le signe symbolique devient lui-même signifiant naturalisé d'un autre signifié, qui se fiche peu à peu. Et ce sens contingent de l'expression identité nationale, propre à un certain type de discours, le discours nationaliste patriote, devient familier, comme l'air qu'on respire. Il semble aller de soi. Et on le mobilise alors sans y penser, sans en interroger l'historicité, comment il s'est construit et quel discours il sert. On oublie qu'il y a eu OPA sur cette expression d'identité nationale, qui a de multiples sens dont on pourrait débattre, que les Français sont tous descendants d'immigrés, et qu'il y a des Français bien loin de l'Hexagone, qui le sont devenus de force dans des territoires que l'on a envahis. Pendant ce temps, on n'arrête plus de légiférer pour restreindre le droit d'asile à une peau de chagrin. Et si on y réfléchit, la notion même de terre ou de pays d'accueil est déjà gangrénée au cœur dès l'origine par l'idée qu'il y a un chez nous, dont nous serions les hôtes, les gardiens, les rois. Je ne peux pas dire les reines, puisqu'il faut accorder tout ça au masculin, ma langue m'y oblige. J'ai parlé jusqu'ici d'identité française, de comment par des mots on exclut, on oublie, on réécrit l'histoire, de la violence qu'on fait à celles et ceux qu'on altérise, qu'on rend illégitimes et qu'on hégémonise. Je veux parler maintenant d'une autre hégémonie qui s'exprime dans la langue comme dans la culture du pays où je vis. Je veux parler un peu de l'identité femme que la langue altérise, met en minorité de manière structurelle.
Car je ne suis pas chez moi, dans la langue où j'écris, la langue de mon pays, la langue qui m'a faite, dont j'ai fait mon métier, moi qui suis enseignante, chercheur et écrivain. Pas écrivaine. Parce qu'un jour, un homme, un parmi beaucoup d'autres, a dit à la radio d'un ton très légitime qu'écrivaine, ça n'est pas un mot de langue française, et que ça serait idiot de se dire écrivaine, parce que ça rime avec veine, comme si écrivain ne rimait pas avec vin. Ma langue me dit que femme, ça n'est pas légitime, que le masculin noble l'emportera toujours, même en minorité, qu'il faut donc accorder 100 femmes à un seul homme, s'ils sont dans la même phrase. Allez faire l'expérience de grandir dans cette langue qui subordonne tout au masculin régnant, et revenez débattre ensuite de l'héritage, de la littérature, de la culture même. Voyez si vous trouvez vos phrases légitimes, autant que celles de ceux qui peuvent tout accorder au genre qui est le leur. L'hégémonie première que j'ai dû rencontrer, c'est celle du masculin dans une langue que j'adore, dont la finesse m'émeut, dont je tisse des textes, jonglant avec ces mots comme autant de trésors. Dans ma langue, je me sens au mieux une passagère, pas vraiment clandestine mais jamais légitime. La langue ampute les femmes de l'estime de soi depuis qu'il fut admis dans des temps reculés que le masculin règne pour cause de noblesse. Maintenant que les femmes sont égales en droit aux hommes dans mon pays, et que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes recommande même l'usage de l'écriture inclusive, on me demande quand même, encore, presque partout, d'adhérer à l'idée que le masculin l'emporte. Rares sont les endroits où la langue se transforme. Le ministère de l'Éducation nationale promeut la féminisation des noms de métiers depuis presque 20 ans. Mais l'usage quotidien n'évolue pas vraiment, du fait des résistances et des oppositions parmi les locuteurs des administrations. La grammaire n'est pas une chose apolitique, et l'hégémonie mâle, en son sein, est solide. L'hégémonie, je l'ai dit, suppose des entités égales en droit, mais inégales en capacité, si bien que les plus faibles adhèrent à la plus forte, lui demandent protection. L'hégémonie est une servitude volontaire, obéissance acceptée, explique Bertrand Badi. On veut donc que j'adhère à la loi du principe mâle qui veut rester plus fort au nom de valeurs communes. Et si je ne veux pas, j'y suis pourtant forcée. L'écriture inclusive reste minoritaire pour cause de patrimoine culturel national. Là encore, l'autorité du père qui commande et régit. Et puis dans inclusion, il y a cette idée de centre qui nous fait l'honneur de s'élargir, de maison habitée, ordonnée et régie par ceux qui la commandent et qui veulent bien m'inclure. C'est la maison du maître qui veut bien m'inviter. Je parle donc une langue qui est impérialiste, qu'on a apprise de force aux peuples colonisés, qu'on parle avec l'idée qu'elle est plus légitime que les langues d'origine de chacun des pays de la francophonie, qui est, si on y pense, fondée sur les reliefs de l'empire colonial. Et on se gargarise que partout notre langue soit perçue comme si belle. Barthes et Foucault l'ont dit, la langue fait violence. Ce sont nos grands penseurs, ils sont très légitimes, vous voyez, je n'invente rien. Notre langue est un lieu où on assigne l'autre. Les cartons sur la table de la maison du maître, qui nous disent où s'asseoir, selon le protocole. Mais puisqu'on nous invite, on ne va pas se plaindre, ce serait abuser de l'hospitalité. Juste de la langue des maîtres, donc, car c'est aussi la mienne. Je ne peux qu'essayer de l'user de manière à faire le moins de mal. Parfois, ma langue dérape et j'utilise un mot qui appelle une longue chaîne de violence. Parce que dénommer l'autre, c'est l'incarcérer de mots. Et on se fait violence dès qu'on ouvre la bouche et qu'on nous interpelle. Ça commence très tôt, déjà à la naissance. C'est une fille, un garçon, premier maillon d'une longue chaîne d'assignation. On nous contraint de force dans l'identité de genre de par la structure même de notre langue française. Cette marque du genre, que Monique Wittig, parmi d'autres, a œuvré à détruire, son premier roman est écrit au « on », neutre, elle usera ensuite du féminin pluriel comme sujet narratif. Cette marque du genre donc structure encore la langue et encage les êtres. L'identité est là, assignée, préconstruite. Elle n'attend plus que nous. Elle existe avant même qu'on soit en mesure d'exercer notre agentivité. La questionner et questionner l'assignation, c'est exercer son agentivité, capacité à agir dans un cadre contraint. Nommer, c'est amputer, réduire et élaguer, faire des choix stratégiques, car la langue est un code.
où chaque mot s'ordonne pour former le syntagme. Chaque terme choisi relève d'un paradigme. J'opère une sélection dans le réel possible pour désigner autrui. Dire « les réfugiés », ce n'est pas la même chose que de dire « les migrants » ou bien « les clandestins ». Dire « le président » ou bien « la présidente » quand l'élu est une femme, ça ne construit pas vraiment la même image mentale. Il faut bien nommer, au sens où il le faut et qu'on doit le faire bien. Ce qui n'a pas de nom est réduit au silence, et nommé rend visible, avère une existence. C'est pourquoi les exclus et les stigmatisés qui entrent en résistance forgent leur vocabulaire d'autodésignation. Le discours identitaire des minorités sociales est un geste d'autodétermination, car un des ressorts de la domination est qui nomme qui. Et les minorités sexuelles et de genre, de race et de classe se nomment elles-mêmes pour se revendiquer depuis l'identité d'où on les stigmatise, mettant à mal le mythe de l'universalisme, montrant la locution identité nationale pour ce qu'elle est vraiment, un trou noir sémantique où pullulent les discours haineux et conformistes. Je cite ici un témoignage d'une jeune fille Asperger et queer. Elle dit « Quand on ne se sent à sa place nulle part, se définir est une question de survie et de bien-être. Nous vivons dans un monde hypernormé et oppressif aux conventions sociales illogiques. Alors quand vous dites « Je n'aime pas mettre les personnes dans des cases », vous empêchez celles qui ne sont pas comme vous d'exister. » Je ferme les guillemets. Alors bien sûr, l'identité n'est pas qu'un enjeu de langage, elle se façonne dans les rapports sociaux de pouvoir et l'exploitation concrète de certains groupes par ceux qui sont structurellement en position dominante. Mais le langage forge les cadres de perception du réel. Le langage est le pacte premier qui nous lie, notre contrat social, celui qui nous aliène. Redéfinir le pacte, c'est donc resignifier, réécrire ou pirater les termes dans lesquels il s'énonce. Les réticences à la féminisation des noms de métiers, surtout ceux de prestige, à l'écriture inclusive, au mariage gay et au discours identitaire des minorités de genre, sexuelles, de race et de classe en lutte contre les oppressions, révèlent la même chose. Ceux qui sont contre savent bien que toucher au signifiant change les pôles du pouvoir. Madame la Présidente, Messieurs les mariés, Iels refont le monde. Rien n'a plus le même sens, le signifié s'emplit de nouveaux référents. Une fois que mute le code dans lequel on s'exprime, l'espace du pensable se déploie autrement. L'ordre du monde glisse, le signifié chatoie de nouveaux référents. En sémiologie, on apprend que le mot et la chose sont les deux faces du signe. Le mot chat ne griffe pas, c'est le premier exemple qu'on nous donne pour comprendre la coupure sémiotique. Le mot chat ne griffe pas, mais d'autres mots font mal. L'identité fait mal lorsqu'elle est nationale, même si on peut douter qu'elle existe vraiment, car ce signifiant peut désigner 1000 choses. Le mot n'est pas la chose, la carte n'est pas le territoire, le mot femme ne vient pas avec des ovaires, l'hexagone sent fort le renfermer à force de manquer d'air. Transformons notre langue pour qu'elle perde en violence, aérons les frontières.